pas nombreux, mais ça dit que c'est la qualité. Ça sera comme ça. Je vais laisser tout de suite la parole avec un grand plaisir à M. Malfato. Tu restes Scott, hein? Oui, Scott. Tu ne parles pas des loisirs. Non. 300 000 visiteurs par an. Alors là, c'est terrible ce qui se passe. Ah, vous aviez voilà, un texte. Bien, alors, il fonctionne. Il faut le monter. Donc, un peu moins peut-être. Parce que ce n'est pas comme voilà, ce n'est pas comme Dominique, moi je n'ai quasiment pas de voix, sauf aux élections. Donc, bonsoir et merci d'être présent. Alors, je reconnais dans la salle quelques participants qui ont déjà entendu parler du SCOT. Et puis d'autres qui savent peut-être ce qu'est le SCOT de manière générale, mais avec lesquels nous n'avons pas encore échangé. Alors, le SCOT, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, dans quelle démarche sommes-nous? Et vous avez vu dans ce qui vous a attiré ici, c'est-à-dire les informations qui vous ont été données, que nous allons parler de CASA 2040. En un mot, nous allons commencer à travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, ce n'est pas une gageure, hein, c'est véritablement en association avec les citoyens que la première partie, à minima, de la réflexion autour du SCOT va se construire. Il y a déjà eu, en 2008, je crois que c'est 2008, je parle sous le contrôle de Cécile, en 2008, le premier SCOT de la CASA qui intégrait les communes de la CASA d'alors qui se sont enrichies, le mot, et je crois juste, de quasiment le double du territoire que représentait la CASA à l'époque, puisqu'aujourd'hui, ces communes du Haut-Pays représentent un peu plus de 50% du territoire de la CASA, même si elles ne représentent que 1,9% de la population de la CASA. Donc ce SCOT 2040 sera nécessairement différent du SCOT 2008, parce qu'il a intégré un territoire qui n'était pas dans la CASA lors de l'élaboration du premier SCOT. Et j'insiste sur le terme de territoire, puisque la réflexion sur le schéma de cohérence territoriale s'adresse véritablement au territoire dans lequel nous vivons, de telle manière à faire en sorte que ce territoire puisse répondre à toutes les attentes actuelles autour de son aménagement. Et vous noterez, mais Mme Bengarelli, dans la présentation qu'elle va nous faire, reviendra dans le détail de ces sujets, qu'il y a une approche très forte autour de la problématique environnementale, une deuxième approche qui n'est pas à négliger, c'est une problématique autour de l'accès au territoire à partir de la politique des transports, et une problématique effectivement qui existait déjà de manière très prégnante dans les premiers SCOT élaborés il y a quelques années, c'est les problématiques autour du logement, de l'activité économique, que ce soit le commerce, l'industrie, l'artisanat et l'agriculture. Donc ce soir, nous sommes dans cette phase de présentation. Nous aurons une phase de discussion, d'appropriation et d'intégration de vos propres observations, je ne dis pas remarques, mais observations au niveau de ce que nous attendons du territoire de demain. Voilà, merci pour votre attention et je passe désormais, après que les amateurs se soient exprimés, la parole aux spécialistes. C'est le deuxième amateur. Oui, effectivement. Ce schéma de cohérence territoriale, comme son nom l'indique, c'est une cohérence du territoire, mais pour nous, les habitants. C'est-à-dire que dans un premier temps,
La réflexion que nous devons avoir tous ensemble, et chacun d'entre vous, vous le vivez dans vos familles, c'est que vous allez travailler quelque part, vous vivez autre part, vous mangez d'une certaine façon, vous vous déplacez d'une certaine façon. Donc tout ceci fait partie d'une cohérence territoriale. Alors, le problème, peut-être dans ce schéma de cohérence territoriale, vous voyez par exemple le PLR, il y a une vraie cohérence territoriale parce qu'on a défini un territoire homogène, cohérent, du vivre ensemble. Dans un schéma de cohérence territoriale administratif, puisque c'est un découpage en fonction, c'est l'ancien canton de Coursecoule qui a rejoint la communauté d'agglomération, et donc c'est un territoire un petit peu plus administratif, et donc l'idée c'est comment, sur un territoire plus administratif, nous allons trouver la cohérence entre nous, le bien vivre ensemble, et pour aller sur 2040, c'est-à-dire par exemple sur les énergies renouvelables, quelle va être notre politique de fond, sur les transports, quelle va être notre politique de fond, sur l'alimentaire, quelle va être notre politique de fond, tout ça sur le déplacement doux, ça fait partie aussi de toutes ces dimensions. Et donc l'idée de fond entre nous, c'est de savoir comment, en 2040, nous allons nous projeter. Nous nous sommes projetés une première fois en 2008 jusqu'à aujourd'hui, et ce qui était peu prégnant, mais que l'on pressentait à l'époque, nous les avons mis en enjeu. Mais aujourd'hui, par exemple, sur le dérèglement climatique, il y a de vrais enjeux, sur donc tout ce qui est éboulement, inondation, le dérèglement climatique par rapport à la sécheresse, quid de l'eau, comment allons-nous vivre notre agriculture avec une pénurie d'eau telle que nous la vivons? Est-ce que peut-être là où nous pensions faire de l'agriculture, étant donné qu'il y a de la pénurie d'eau, le schéma de cohérence territoriale va nous amener peut-être à cultiver différemment dans des endroits différents et autres. Donc tout ce travail-là est à faire ensemble. Donc vous l'avez bien compris, c'est pour ça que nous avons fait le choix ensemble de réunir toutes les communes. C'est pour ne pas cibler la commune et finir à discuter du PLU à la parcelle. Et moi, qu'est-ce que vous allez faire chez moi? Est-ce que c'est constructif? C'est pas ça le schéma de cohérence. Ça, c'est un PLU, c'est une carte communale, c'est autre chose. Nous, là, c'est comment vivre ensemble d'Antibes à Coursegoule, à la Roque-en-Provence, et comment on va pouvoir s'organiser jusqu'en 2040. L'objectif est là. Maintenant, on laisse aux spécialistes. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, on va dérouler la séance, la présentation donc, de la démarche CASA 2040. Et ça va se traduire pour cette soirée en deux séquences. Une première séquence, on va parler des objectifs de la démarche du projet. On va vous faire passer un film qui inscrit, qui vous présente la démarche de CASA 2040. Ensuite, on va vous parler du cadre réglementaire avec planning prévisionnaire. Et dans la séquence 2, les grands enjeux du territoire, qu'est-ce qu'on a ressorti sur ce territoire, les enjeux, notamment les différentes thématiques. Et un deuxième film va être présenté qui parle des enjeux, les prémices des enjeux, parce qu'on va peut-être, dans la continuité de cette démarche, en avoir d'autres aussi qui vont pouvoir se mettre en exergue. Et séquence 3 échangera avec vous dans la salle. Voilà, et ensuite on conclura. Donc on va passer de suite à la présentation du film qui présente la démarche CASA 2040. La communauté d'agglomération Sophia Antipolis s'étend de la Méditerranée aux contreforts des Alpes. Composée de 24 communes, elle offre un cadre et une qualité de vie exceptionnelle à ses 180 000 habitants. Avec plus de 2 millions de touristes par an, 80 000 emplois, dont 40 000 concentrés sur Sophia Antipolis, plus grande technopole d'Europe et des espaces naturels remarquables, l'attractivité et le rayonnement international de la CASA ne sont plus à démontrer. Pourtant, pour préserver notre territoire et ses atouts, de nombreux défis sont à relever pour les prochaines années. Il est impératif d'agir face au changement climatique, d'aménager durablement notre territoire et de privilégier de nouvelles mobilités plus vertueuses. Nous devons bâtir ensemble un projet de territoire en répondant à une question essentielle. Quel cadre de vie voulons-nous dans 20 ans? C'est l'objet du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération CASA 2040. Au-delà du seul aspect réglementaire, pour construire ce projet ambitieux,
les élus ont fait le choix d'intégrer dans le projet CASA 2040 le plan climat, air, énergie territoriale et le plan de mobilité. Le projet de territoire, pensé sur 20 ans, s'articule ainsi autour de 3 grands thèmes. L'aménagement de l'espace urbain en matière de logement, de mobilité, d'équipement, de services. Les activités économiques, dont les activités agricoles, commerciales et touristiques. La transition écologique et énergétique par la valorisation des paysages, la gestion économe des espaces naturels, agricoles et forestiers. Habitat, urbanisme, équipement, économie, Sophia Antipolis, commerce, agriculture, mobilité, énergie, environnement, espaces naturels. Chacun des éléments de notre cadre de vie sera abordé dans le projet de territoire, avec une vision globale, transversale et surtout prospective. Pour cela, s'appuyant sur un diagnostic thématique rigoureux et précis, des orientations stratégiques devront être définies afin de déployer un programme d'action sur 20 ans. Pour garantir le succès du projet de territoire CASA 2040, une vision partagée et collective demeure indispensable. Une intense concertation est mise en œuvre en mobilisant les élus, les acteurs socio-économiques, les associations, les organismes publics et surtout les habitants du territoire. Votre participation tout au long de l'élaboration du SCOT est essentielle pour faire émerger un projet qui conciliera les aspirations de tous. CASA 2040 est une démarche innovante, ambitieuse et concertée qui répond aux défis d'un monde qui se transforme. Elle nous offre l'opportunité unique de préserver durablement notre qualité de vie, nos paysages et notre environnement. Il en va de notre responsabilité collective pour les générations futures. CASA 2040, imaginons ensemble l'avenir de nos villes et villages. Voilà. La suite, cette démarche CASA 2040 ne peut pas se faire sans tenir compte des règles aujourd'hui, que ce soit les nouvelles lois qui nous entourent, la loi de décentralisation, climat et résilience, la loi de mobilité, la loi Élan, sur les différentes années qui sont échelonnées depuis même avant depuis les années 2000, et également l'évolution du Code de l'environnement qui a évolué, sur lequel on doit tenir compte d'un certain nombre de réglementations. Les réglementations nationales aussi auxquelles nous sommes confrontés, la loi littorale, la loi montagne, et des documents interrégionaux aujourd'hui, notamment le STRADET, qui est le schéma régional d'aménagement durable du territoire, et avec l'ensemble des plans de gestion, tout ce qui est risque, tous les risques, PPR, différents PPR, inondations, incendies, feux de forêt, et j'en passe, j'en reviendrai après dessus dans une autre slide, pour lesquels on doit tenir compte de ces règlements. Donc le SCOT s'articule avec ces nouveaux éléments qui arrivent, qui est le PCAET, le plan climat et énergie du territoire, et le plan de mobilité. C'est l'anciennement le plan de déplacement urbain, devenu plan de mobilité, qui s'articule donc avec ces éléments-là, et également le programme local de l'habitat, le PLH. Donc ce SCOT, bien sûr, aujourd'hui, vos PLU, les cartes communales, devront être compatibles au SCOT valant PCAET. Donc voilà, les autorisations d'urbanisme, compatibilité réglementaire avec un PLU, une carte communale, et également le SCOT. Donc on bâtit un chapeau autour de ce territoire pour lequel, sur toutes les différentes thématiques, tout ce qui va être introduit dans le SCOT valant PCAET, effectivement, les PLU devront en tenir compte, ainsi que les cartes communales. Voilà un petit peu pour la hiérarchie des normes réglementaires. Le SCOT, donc, il est élaboré, c'est une vraie démarche transversale, pour lequel on va travailler sur différentes thématiques. Comme on disait, c'est notre cadre de vie, c'est ce que tout le monde aujourd'hui a autour de lui et pour lequel on va avoir des thématiques à travailler et à voir comment en mesurer les impacts et comment on va pouvoir les mettre en place notamment des actions. Donc c'est autant autour de l'environnement, l'écologie, les paysages, la mobilité, les placements, l'organisation urbaine, les services aux familles aussi, et tout ce qui est lié aux équipements,
les problématiques ou pas de démographie, c'est la vraie question aussi, et les énergies climat. Donc voilà un petit peu les enjeux qui se trament autour de ce scope. Le planning, on est en 2022, donc aujourd'hui on a démarré en septembre 2022 on a présenté toute la démarche en bureau communautaire. On en est dans la phase des enjeux, du PASS, du programme d'aménagement, sur lequel on a aujourd'hui démarré déjà un certain nombre de réunions publiques. Donc on est vraiment dans une phase de concertation et on a aussi donc à la fois concertation avec les élus et avec la population. Il y a un questionnaire aussi, j'en parlerai tout à l'heure, qui va vous être proposé donc, pour répondre aux différents enjeux du territoire. Ça va s'enchaîner ensuite sur le document d'orientation et d'objectifs, avec également les objectifs du plan de déplacement mobilité. Donc ça sera sur printemps 2023, hiver 2023-24. Et là, on sera toujours aussi dans une phase de concertation, c'est-à-dire durant ces périodes-là, il y aura toujours, on va mettre en place un certain nombre d'ateliers avec les maires, il y a des réunions publiques qui vont s'échelonner aussi dans ces bases-là, et également avec les personnes publiques associées. Donc les personnes publiques associées, ce sont des institutions, donc c'est l'État, la région, le département, des associations agréées et d'autres institutions aussi avec qui on travaille le projet. Et on est en contact permanent avec des allers-retours. Là, on est en train de valider le diagnostic, puisque le diagnostic est en phase est finalisé, quasiment, avec des allers-retours, et ils nous émettent leurs avis à chaque étape donc, de la démarche. Ensuite est prévu un arrêt avec enquête publique début 2024. Donc on reviendra vers la population au moment où on va arrêter le document. Et donc il y aura une enquête publique. Donc là c'est vraiment une enquête publique administrative, réglementaire. Et bien sûr, à toutes ces étapes, comme je vous disais, la validation des services de l'État se fera à la fin, une validation du préfet. Et tout au long, on est en concertation avec le public à chaque étape. Ces grands enjeux pour le territoire, donc on les a définis un petit peu par rapport à la morphologie. Ah pardon, c'est le film, oui, excusez-moi. Donc on va vous passer le deuxième film qui traite des enjeux. Fin 2022, l'élaboration du projet de territoire CASA 2040 franchit un nouveau palier. Un diagnostic a identifié des enjeux essentiels pour l'avenir de notre territoire. Attractivité économique, espace naturel, Sophia Antipolis, changement climatique, innovation, transition énergétique, aménagement de l'espace, déplacement, équipement, activité commerciale, habitat, ressources. Ce sont autant d'atouts qu'il convient de valoriser et conforter pour préserver notre cadre et notre qualité de vie pour les 20 prochaines années. Les grands enjeux de CASA 2040 s'articulent donc autour de 3 axes de développement. Le premier axe concerne la préservation d'un territoire riche de sa diversité et de son dynamisme économique. Le territoire de la CASA se décompose en 3 secteurs. Le littoral, interface entre la terre et la mer, avec 30 km de côte. Le moyen pays, avec la technopole de Sophia Antipolis et les villages alentours. Le haut pays et ses villages perchés intégrés dans le parc naturel des Préalpes d'Azur. Pour garantir notre attractivité, notamment touristique, il est essentiel de valoriser et conserver cette richesse paysagère et identitaire. Avec 40 000 emplois, Sophia Antipolis, première technopole d'Europe, demeure le poumon économique du territoire. Fortement génératrice d'emplois, son évolution est stratégique pour les prochaines années, afin de maintenir un cadre de vie de qualité pour ses usagers. Il existe 10 300 établissements commerciaux, artisanaux et de services sur la CASA. Centre-ville attractif, forte densité commerciale, nombreux marchés, la dynamique économique est à consolider, tout en veillant à l'équilibre entre la répartition des commerces et les besoins. On dénombre 7000 hectares de terres agricoles sur la CASA, avec des productions très présentes, variées et certaines de renommée internationale.
Il s'agira donc de préserver ces espaces agricoles et de renforcer l'autonomie alimentaire et les circuits courts. Le deuxième axe est directement lié au changement climatique et à la transition énergétique qu'il faut impérativement anticiper. De la mer au sommet montagneux, avec près de 83% d'espaces naturels, la CASA propose une exceptionnelle diversité de milieux et d'espèces. Tout l'enjeu réside dans la diminution de l'impact de l'homme sur ces milieux naturels. La plupart de nos communes sont concernées par des risques naturels. Inondations, incendies, mouvements de terrain, submersion marine, séismes. Et le changement climatique ne fait que les amplifier. Pour la CASA, il est impératif de réduire la vulnérabilité à ces risques, mais aussi d'anticiper les conséquences du changement climatique, notamment les tensions sur les réserves en eau. De même, la CASA entend jouer un rôle moteur en matière de transition énergétique. Le potentiel de réduction des consommations énergétiques est d'environ 32%. Les enjeux portent aussi sur le développement des énergies renouvelables ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre au profit de la qualité de l'air. Le troisième axe concerne un aménagement raisonné du territoire, soutenu par des solutions de mobilité vertueuses. Conséquence de la forte attractivité de la CASA, l'enjeu est donc de maîtriser la consommation foncière en limitant l'artificialisation des sols ou en aménageant en priorité des espaces déjà urbanisés. Il s'agit aussi d'apporter une réponse de logement adaptée à tous les ménages actuels et à venir. À l'instar des programmes immobiliers développés au sein de la Technopole, la production de logements devra donc privilégier la proximité des zones d'emploi et des transports en commun. La CASA dispose d'équipements culturels, sportifs, universitaires et de santé, avec une répartition cohérente de centralités de proximité regroupant services et commerces. Toutefois, le tissu commercial favorise encore trop souvent les déplacements automobiles. Ainsi, l'usage de la voiture, souvent lié à l'éloignement du domicile et du travail, provoque des congestions sur le réseau routier, en particulier aux heures de pointe. Le développement d'alternatives doit se poursuivre avec les transports en commun, le vélo ou la marche pour les déplacements courts par exemple. L'enjeu est de garantir à tous une mobilité du quotidien. Fin 2022, ces grands enjeux sont soumis à l'ensemble des acteurs et habitants du territoire dans le cadre d'une large concertation souhaitée par les élus. Des réunions publiques sectorisées vont permettre à chacun de s'exprimer. Ces grands enjeux, enrichis de votre vision et de vos attentes, serviront de socle pour les orientations stratégiques du projet de territoire CASA 2040 qui sera présenté courant 2023. Votre avis a dès maintenant toute son importance. CASA 2040 est une démarche innovante, ambitieuse et concertée qui répond aux défis d'un monde qui se transforme. Il en va de notre responsabilité collective pour les générations futures. CASA 2040, imaginons ensemble l'avenir de nos villes et villages. Voilà, donc vous avez bien compris qu'on a un territoire très dynamique, à la fois très diversifié, avec une morphologie différente, puisqu'on a, nous, travaillé sur des différentes entités, littoral, moyen pays, haut pays. Donc le territoire aujourd'hui, c'est 24 communes. Dans le SCOT 2008, c'était 16 communes, 180 000 habitants. Et on a, là je vais vous donner des chiffres un petit peu par thématique qui ressortent du diagnostic argumenté actuel qui a été fait depuis un an environ. On a un territoire qui s'étend sur 483 km², 0,21 par an de croissance population entre 2013 et 2019. Donc une croissance qui était plutôt stagnante. Un habitat pavillonnaire 83,1% et donc le territoire, la spécificité, c'est qu'on parle du littoral, comme je vous disais, 0 mètre d'altitude jusqu'à Grolière, à Cille-du-Chéron, à 1778 mètres d'altitude. Voilà, donc un territoire passionnant, très dynamique, mais avec des spécificités pour lesquelles il va falloir tenir compte. On n'a pas tous la même manière, la même façon d'habiter. La
une des thématiques importantes, et notamment pour mon territoire, c'est l'agriculture et la forêt. Donc c'est vraiment une vraie valeur ajoutée pour le territoire. On remarque qu'on a une diversité des filières agricoles, notamment la plus représentative, c'est les 30% sur l'horticulture, mais aussi le maraîchage, et également les éleveurs de viande et autres éleveurs aussi qui sont les principaux acteurs agricoles sur le territoire. Bien sûr, le territoire il voit une forte pression de l'urbanisation, je dirais même du littoral jusqu'au pays. On a aujourd'hui des difficultés à trouver des nouveaux exploitants agricoles, donc la reprise n'est pas évidente. Quand on est des agriculteurs vieillissants, derrière on n'a pas forcément la jeunesse, et tout ça s'explique aussi par des coûts de foncier et par un territoire qui est assez tendu dans ce domaine. On a quand même la tendance à avoir de l'agriculture biologique. La gestion de la forêt aussi, c'est une vraie vocation économique et environnementale pour le secteur. C'est une des sources de matières premières locales. Donc c'est un élément aussi de la forêt à ne pas négliger pour le territoire en termes d'exploitation. Donc les enjeux sur la partie pour l'agriculture et la forêt, c'est de pouvoir bien identifier les économies durables pour ce territoire et effectivement essayer de les préserver, voire de les développer, et aller vers aussi une réflexion sur les circuits courts, en tout cas en ce qui concerne la filière agricole. Le territoire, aujourd'hui, on a une consommation foncière qui, malgré ce qu'on pourrait croire, a quand même été maîtrisée depuis le SCOT 2008. On a une réduction significative des zones urbaines qui a été établie pendant ce SCOT, où on a réduit de moins 573 hectares les zones urbaines, de moins 173 hectares les zones A urbanisées, c'est les zones AU, et on a par contre augmenté les zones naturelles sur l'ensemble du territoire, plus 509 hectares, et également les zones agricoles, plus de 129 hectares. Donc c'est difficile de comparer parce qu'on était à 16 communes en 2008, aujourd'hui on a 24 communes, donc on n'est pas sur les mêmes superficies. Aujourd'hui, le diagnostic a comptabilisé en matière de secteur urbanisé, c'est 8170 hectares, qui comprend l'habitat, l'activité économique et les routes, et on a 40 440 hectares d'espace naturel, donc forestier agricole, et on vous a dit tout à l'heure, on a à peu près en agriculture 7000 hectares. Donc on a quand même aujourd'hui, avec des espaces naturels forestiers et agricoles, environ 83% du territoire de la CASA. Donc la consommation foncière, elle est moins de 16% des surfaces urbanisées, et on a à peu près environ 1% des espaces naturels forestiers et agricoles, donc pendant la période 2010-2020. Donc on a urbanisé sur les territoires plus littoraux, c'est là où on a la densité, mais sur l'ensemble du territoire, ça a été, on a consommé peu d'espace. Un des enjeux importants, c'est la gestion des risques. Donc l'objectif étant de pouvoir réduire la vulnérabilité aux risques naturels. Donc aujourd'hui, on a un réchauffement climatique qui va nous demander de pouvoir s'adapter et comment on va se préparer à ce changement. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a les problématiques d'inondation, on a les risques d'incendie, séisme, éboulement, aussi également le trait de côte, donc l'augmentation aussi du niveau de la mer sur lequel il va falloir aussi qu'on travaille par rapport au littoral, et des pressions croissantes sur les milieux, la biodiversité, et un gros problème aussi bien sûr de ressources qui n'est pas négligeable, avec la ressource en eau. On l'a vu récemment, encore cet été, sur les problématiques de sécheresse et d'épuisement de ressources en eau que ça a impacté sur le territoire. Et on a aussi des impacts sur les espèces invasives et sur la santé, la qualité de l'air. Des îlots de chaleur trop importants, il va falloir trouver plutôt des îlots de fraîcheur. Donc on a des véritables enjeux et il va falloir sur ces éléments-là pour réduire, enfin en tout cas pour le territoire, les intensités de risques naturels, en tout cas pouvoir les maîtriser. Le développement économique, on est sur un secteur très exceptionnel
d'une économie très diversifiée, 80 000 emplois, dont 40 000 sur Sophia Antipolis. Essentiellement, l'économie sur le territoire est tournée sur le commerce, le transport et les services pour 61%. Et après, beaucoup d'administratifs, tout ce qui est enseignement, santé, activité sociale. On a 16 zones d'activité économique sur Antibes, Roubaix, Biot, Valbonne, Bar-sur-Loup, Roquefort-les-Pins, Valoris, dont 11 ZAE sur Sophia Antipolis. L'attractivité aussi touristique est un enjeu important sur le territoire en termes d'économie, puisqu'on a 2 millions de tourisme par an, qui représentent à peu près 19% de la Côte d'Azur, qui viennent sur le territoire de la Casa. Et ça génère 12 570 emplois. Donc sur les territoires un peu du moyen et haut pays, pour le haut pays, c'est vos villages, c'est le patrimoine, c'est l'attractivité touristique qu'il faut aussi maîtriser ou trouver, garder une certaine attractivité, mais aussi faire attention aux zones de fréquentation. Et ce développement économique aussi ne se fait pas sans la production aussi de logements qui est en adéquation, puisque la question aussi, c'est qu'on a des zones d'emploi, et comment aujourd'hui développer, ou en tout cas permettre la production de logements proche des zones d'emploi, qui va permettre aussi de désengorger peut-être certains secteurs, et notamment tout ce qui est lié à la mobilité et au déplacement. Donc les questions de ces enjeux, c'est comment rapprocher quelque part les logements des emplois existants, et notamment peut-être aussi des pôles, des petits pôles et des pôles urbains existants aujourd'hui. Un engagement qui est très important, c'est la transition énergétique, puisque aujourd'hui on a une consommation des émissions de polluants importants, 43% de consommation d'énergie liée au transport, et on a de gros potentiels de réduction des consommations d'énergie qui est malgré tout possible. On a 49% de gaz à effet de serre émis par les transports, donc c'est des enjeux importants de comment réduire effectivement les transports sur le territoire. On a une production d'énergie consommation locale de 4,4% de notre consommation, sachant qu'on a un objectif 2030 de 30-32% environ. Donc la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie, il y a encore du potentiel, mais il va falloir trouver effectivement les énergies renouvelables nécessaires, comme le solaire, peut-être travailler un peu plus sur les déchets pour pouvoir avoir peut-être la méthanisation, voilà. Faire des propositions, ça fait partie aussi du SCOT, comment s'engager sur les nouvelles productions d'énergie sur le territoire. L'autre volet, c'est la mobilité, donc les déplacements. Selon les modes de déplacement, on se déplace plus ou moins vite, et suivant les territoires, des fois le territoire est beaucoup le tout voiture, c'est 70%, dès qu'on dépasse les 3 km. Et bien sûr, après, on est à pied ou en vélo quand on est entre 1 et 3 km. Et la prédominance de la voiture est très importante sur le territoire, 61%. Et on a, malgré le fait d'avoir effectivement des lignes régulières, on a un réseau d'ambibus, des lignes scolaires et également un grand nombre de voyageurs, 9 millions de voyageurs sur le réseau ambibus. Alors voilà, on n'est pas tous dotés de la même manière, effectivement, en fonction des territoires moyens et au pays littoral. Et les déplacements ne sont pas les mêmes. Pour vous qui êtes sur le haut pays, évidemment, c'est beaucoup plus des déplacements en voiture qu'en bus, bien qu'il y ait des propositions qui soient faites du bus à la demande sur le secteur. Et aussi, la question, oui, c'est le lien aussi avec les communes environnantes. Donc, dans vos territoires, vous vivez pour certains beaucoup plus côté métropole Nice Côte d'Azur ou côté Grasse.
Et donc là aussi, c'est des vraies questions et des vrais enjeux de pouvoir travailler aussi avec les communes environnantes et voir quels sont aussi chez eux les moyens qu'il peut y avoir en termes de mobilité. Donc sur le haut pays, les enjeux spécifiques, c'est donc, on peut se poser la question comment conserver l'identité des villages et des pourtours immédiats. Donc c'est l'aspect aussi patrimonial du paysage. C'est une vraie question. Préserver les espaces interstitiels de nature, donc on a à la fois la gestion des risques qu'il faut contrôler, protéger, mais aussi on a la biodiversité à protéger, donc pour préserver nos espaces, les forêts, les espaces ouverts. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles il faut pouvoir, en tout cas, avancer des actions. Favoriser le développement d'un tourisme vert respectueux des espaces naturels. Donc là aussi, tourisme vert veut dire fréquentation, veut dire accès, veut dire stationnement. Donc comment gérer et favoriser ce développement, mais tout en gardant un équilibre. Inverser la tendance à la déprise agricole, constatée dans le haut pays. Donc on constate qu'il y a un petit peu, dont l'agriculture se déprise. Comment essayer de faire venir de l'agriculture sur ces secteurs-là. Favoriser l'usage des modes actifs sur les itinéraires et axes paysagers remarquables. Donc c'est aussi sur ces axes paysagers remarquables comment faire venir aussi des nouveaux itinéraires et garder cette attractivité. Et proposer une offre de transport adaptée à la densité du territoire, c'est-à-dire le transport aujourd'hui il est existant, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme type de proposition en termes d'offres, alors que bon, il y a une densité qui n'est pas très importante sur les déplacements de population. Et améliorer les connexions, ce que je disais tout à l'heure, les déplacements avec les territoires voisins. Voilà, donc aujourd'hui on a 400 000 touristes par an dans le moyen et le haut pays, donc ce qui n'est pas négligeable. Et 67% du territoire sont sous dispositif de protection et de gestion pour le haut pays. La démarche pour la suite, on est actuellement en phase de concertation auprès des conseils municipaux. Automne 2022, il y a certaines communes qui ont présenté aussi leur dossier en conseil municipal. Et les concertations avec le grand public, donc aujourd'hui, on est à Coursegoule. On a fait un certain nombre de réunions de concertation sur le littoral moyen et maintenant le haut pays. Et il nous reste encore Valoris et Cossol. Valoris le 9 décembre et Cossol le 20 décembre à 18h. Je tiens à rappeler également qu'on a un questionnaire auprès des citoyens qui va être envoyé, adressé par courrier. Donc ça, pour Coursegoule, enfin le secteur du haut pays, ça sera à partir du 8 décembre, enfin dans la semaine. C'est au fur et à mesure envoyé aux communes. Il va être adressé par courrier avec un code aléatoire et anonyme. Vous allez avoir plusieurs possibilités pour répondre. Soit vous pouvez envoyer par la poste à la CASA, soit ça sera déposé dans votre commune, à la mairie, soit à partir du code que vous allez recevoir, on faudra remplir le questionnaire et vous pourrez le mettre en ligne sur la plateforme de démocratie participative de la CASA, et là vous avez le site, donc tout sera expliqué sur le questionnaire que vous allez recevoir. Bien sûr, après, on aura nous une analyse de ce questionnaire, les réunions publiques que vous avez là, on fait un compte rendu, donc on va bien sûr analyser l'ensemble des réunions publiques pour commencer à bâtir un petit peu les enjeux et les questions posées pour passer à la deuxième phase qui est le plan d'action. Voilà, donc je suis allée un peu vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces thématiques, mais maintenant l'objectif c'est qu'on puisse échanger avec vous dans la salle, si vous avez des questions. Juste sur le questionnaire, le questionnaire est important. Je vois qu'il y a un groupe de conseillers municipaux des communes. Faites passer ce message, parce que ce questionnaire m'a donné quand même au service la tendance, l'état d'esprit de chacun d'entre nous sur nos communes, sur différentes thématiques
Et c'est très important de savoir quelle est la priorité que l'on arrive à donner, quel est notre ressenti en tant qu'administré sur telle ou telle commune, sur les différentes thématiques. Ça va être très important pour nous tous de bien appréhender l'état d'esprit de chacun d'entre nous. Des questions? Allez-y, première question. Donc effectivement, tous les chapitres sont ouverts sur tous les secteurs. Est-ce qu'il y a déjà des curseurs que vous avez envisagés sur le développement du tourisme, par exemple dans l'arrière-pays? Aujourd'hui 400 000, est-ce que, en prévu, vous voulez augmenter le nombre au niveau du développement économique, au niveau des transports? Est-ce qu'il y a déjà des... Aujourd'hui, il y a un ressenti, la tendance, elle est... Voilà. On est plutôt dans un tourisme nature qui est en train de se développer de plus en plus, alors qu'il y a quelques années, nous étions beaucoup plus nombreux au niveau du tourisme, mais du tourisme qui s'agglomérait plutôt sur du village, qui était plutôt une destination, je dirais, grasse, parfumerie, Bourdon, qui est de ma commune. On ne sortait pas, je dirais, du réseau urbain. Aujourd'hui, on est une majorité, il y a moins de tourisme, mais il y a beaucoup plus d'évasion dans la nature. Et c'est ce qui nous pose aussi problème, parce que nous ne sommes pas complètement structurés pour pouvoir appréhender ce nouveau tourisme-là. Donc une volonté d'augmenter, de mieux accueillir. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'augmenter, a priori, c'est moi qui vous donne. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'augmenter, mais une volonté d'organiser. Et à travers un parc naturel régional, par exemple, l'éducation à l'environnement, c'est d'inciter les jeunes et nos enfants à bien comprendre les enjeux de notre environnement pour le protéger dans l'avenir. On a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Et ce que l'on a aussi, et ça c'est un projet PNR et CASA aussi, c'est que l'objectif, c'est de développer l'économie locale à travers les gîtes, à travers du tourisme d'accueil, donc de façon à pouvoir préserver la boulangerie, l'épicerie au sein des villages. On sait qu'on n'est pas assez nombreux dans nos villages pour pouvoir préserver de telles activités, donc on aura besoin aussi un petit peu de tourisme d'accueil pour pouvoir compléter. Et tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire ensemble. Et il y a aussi le domaine agricole, vers lequel on a quand même des terrains et des territoires adaptés pour pouvoir développer l'agriculture en circuit court. Et là, c'est tout un travail, c'est toute une dynamique que l'on doit mettre en place. C'est un axe important. C'est un axe important. Qui entretient le territoire, les murs, et tout ça. Complètement. Et au-delà de l'agriculture, quand on parle par exemple du dérèglement climatique, des gros orages, des inondations, l'agriculture peut aussi contribuer à diminuer ces impacts et ces enjeux qui sont extrêmement impactants sur le littoral. Donc c'est tout un ensemble d'acteurs, entre guillemets, qu'il va falloir que l'on mette en place, nous, dans le haut pays, en ce qui nous concerne, un peu pour protéger le littoral, pour alimenter le littoral, à l'eau comme en alimentation. Voilà, on a notre place dans ce schéma de gouvernance territoriale. On a une place différente, mais on a vraiment notre place. Est-ce que vous évoquez aussi l'autonomie des villages au niveau de l'énergie? Est-ce que c'est un axe Alors, c'est un axe aussi de réflexion, que tu veux répondre aussi, mais c'est un axe de réflexion que nous, on a au parc, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux faire des grandes centrales photovoltaïques type Andon ou autre, comme on en a vu, ou est-ce que chaque village serait à même d'avoir, je dirais, un petit pôle qui pourrait servir aussi d'économie pour la commune, tout en ayant une dynamique environnementale avec de la production d'énergie renouvelable. On aura aussi un problème de fond. Alors là, c'est partout sur la CASA, c'est que si en 2035, on nous explique qu'il n'y a plus de voitures vendues avec des moteurs thermiques et qu'il n'y aura que des voitures électriques, alors peut-être qu'aujourd'hui on parle de voitures électriques, peut-être comme demain de voitures à hydrogène. Cependant, il va bien falloir les alimenter, ces voitures. Il va bien falloir que chacun d'entre nous puisse avoir un accès à une prise. Quand on est au cœur d'un village, c'est une difficulté. Comment sortir des parkings, comment sortir des ombrières, comment sortir tout un tas de nouvelles, je dirais, technologies pour pouvoir répondre à nos besoins. Ça aussi,
dans les 20 ans, tout va changer. Et c'est aussi d'économie. Même pas dans 20 ans, bien avant. Parce que là, on va vite. Hein. Je vois que chacun d'entre nous, si on peut acheter une voiture électrique, on essaie d'acheter. Donc, quelque part, on se retrouve avec une difficulté énergétique et aussi d'approvisionnement. Je me tais. Alexis m'a dit tu parles trop. Juste une précision par rapport à votre question sur les énergies, particulièrement. Là, vous parlez d'autonomie des communes. Bon, produire de l'énergie, c'est simple. Produire cette énergie pour gagner l'autonomie énergétique des communes, c'est plus compliqué, réglementairement. Mais si la CASA veut contribuer et participer à la production dite renouvelable de l'énergie, et particulièrement, on pense là certainement à l'énergie électrique, il faut qu'elle inscrive dans son SCOT les zones potentielles qui seraient susceptibles, au-delà des toitures, hein, bien évidemment, de recevoir des centrales dites ou fermes photovoltaïques. C'est le premier point. Sur un autre aspect que vous abordez, et particulièrement la problématique touristique, on a deux axes sur lesquels nous tentons de travailler, c'est la valorisation du territoire à partir de l'agriculture, mais nous savons fort bien que vivre de l'agriculture dans des zones telles les nôtres n'est pas économiquement toujours simple, et qu'il faut que là aussi nous arrivions à inscrire dans notre schéma de cohérence territoriale l'adjonction à l'activité agricole d'une activité touristique. Alors secondaire, certainement, puisqu'on partira de l'activité agricole, mais il faut qu'on arrive à rendre viable la production agricole. Ce n'est pas toujours simple aussi aujourd'hui. Et ça permettra, pour revenir à votre question sur le tourisme, de mieux accueillir et de trouver véritablement un accueil touristique qui s'inscrit véritablement dans l'économie territoriale, puisque la valorisation du territoire à partir de l'agriculture est aussi un des objectifs. C'est bien pour ça que, à mon sens, le schéma de réflexion autour du SCOT est un schéma global qui doit tenter d'embrasser toute la logique territoriale. Et si nous arrivons à répondre par un SCOT qui s'inscrit véritablement dans ces démarches-là, on aura gagné ensuite à nous de les décliner dans nos PLU, dans nos cartes communales, etc. Mais le véritable enjeu du SCOT, me semble-t-il, c'est de rendre le territoire viable. Hein. Alors, je ne vais pas revenir sur la nécessité de le préserver, puisque tout ce qui est fait autour de la préservation du territoire aujourd'hui est extrêmement prégnant, je dirais, sans chercher à être provocateur, extrêmement complexe, parce que parfois handicapant, hein, sur les objectifs que nous avons de le rendre viable aussi pour ses habitants et à partir de l'activité économique générée par ses habitants et ce potentiel. Donc ce SCOT doit s'inscrire dans cette logique, hein, une véritable logique qui approfondisse notre réflexion sur ce qui est possible et comment y arriver. Vous parlez d'une valorisation de l'agriculture dans le haut pays et le littoral, est-ce que ça fait partie aussi du projet de retrouver cette agriculture qu'on avait avant sur le littoral? Oui, alors il y a, enfin, si pour un presque vieux comme moi, qui a vécu en Antibes toute sa jeunesse, bon, c'est pas de mal la veille qu'on retrouvera les hectares de production florale sur Antibes. Mais la zone côtière comme le moyen pays, et particulièrement le moyen pays, offre aujourd'hui une dynamique autour de la terre agricole très forte, peut-être même plus forte que dans le haut pays. Donc la réflexion autour du schéma agricole sur le territoire de la CASA, elle est valable pour les trois strates. Et les enjeux
territoriaux autour de ce qu'on appelait tout à l'heure, Éric le rappelait, la problématique de l'alimentation du territoire par le territoire doit effectivement mettre en valeur, en potentiel, l'intégralité du territoire de la CASA. Il y a des zones qui paraissent très urbanisées sur la zone côtière, qui sont aussi des zones à potentiel agricole, mais qui sont aussi des zones agricoles. Bon, je ne vais pas revenir sur Antibes, mais si vous promenez le général Vautrin à Antibes, je crois, ou du Gommier, vous trouvez dans un beau parc un certain nombre de moutons. Alors, je ne sais pas s'ils servent à la viande, à la laine ou à faire du lait, mais vous avez des moutons en ville. On a juste pour compléter, il y a agriculture et agriculture. Vous avez l'agriculture maraîchère, vous avez l'agriculture florale, puisqu'on est dans un pays où on cultive de la lavande et tout autre type de fleurs, mais les nouvelles technologies nous permettent aussi de faire de l'agriculture hors sol. Donc on va trouver aussi une dynamique, si on veut nourrir, parce qu'aujourd'hui on était capable de nourrir nos populations, il y a trop peu d'agriculture capable de nourrir nos populations, mais peut-être que sur l'agriculture hors sol, on peut trouver aussi un début de réponse. Ce qu'il faut aussi, et dans le SCOT, il faut bien en parler, et ainsi dans nos PLU, c'est que jusqu'à présent, on mettait en zone agricole des zones dont on ne savait que faire. C'est-à-dire que dans les PLU, quand on avait défini les zones à urbaniser, les zones urbanisées, les zones d'activité économique, et c'est là, et après on nous disait, il vous faut un pourcentage de zones agricoles. Alors, on faisait un gros découpage, une patate pour tout, on avait notre pourcentage de zones agricoles et tout le monde était content. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver de vraies zones agricoles, où il y a de l'eau, où il y a des voies d'accès, où on va pouvoir bâtir, par exemple, la bergerie ou la ferme, de façon à ce qu'on ait une vraie réflexion de fond et que ce ne soit pas une zone agricole de principe, parce que ça fait joli dans le PLU, mais surtout qu'on trouve des véritables zones agricoles capables d'être cultivées. Donc ça aussi, c'est un travail de fond que l'on doit faire. Et voilà, la zone agricole n'est pas une zone, je dirais, a posteriori mise sur un plan pour faire plaisir, mais il faut qu'aujourd'hui on ait une vraie réponse de zone agricole, que l'on n'a pas aujourd'hui. Et que ce soit viable. Et que ce soit viable. C'est pour ça, déjà, à la base, Gilbert. Oui, question. Pas de question piège, hein, parce que toi, tu es parlé de développement agricole, etc. Et dans le pays, puisque nous sommes dans le pays, on a une particularité avec deux noms qui n'ont pas été cités jusqu'à présent, mais dont on va les citer, c'est Natura 2000 et le site classé. Or, les règles Natura 2000, parfois, qui sont imposées donc, par la région, etc., et l'organisme, je dirais, de contrôle s'appelle la BREAL, qui est en région, etc., définit un certain nombre de cadres, de règles, d'obligations, de contraintes, de déclarations, d'un formalisme assez compliqué, qui sont parfois en opposition avec ce que l'on va peut-être tous discuter maintenant, etc. Donc comment cette opposition va s'articuler? Cette négociation, peut-être négociation ou épreuve de force, selon va se faire. Mais Compréhension. Pardon? Compréhension. Ou compréhension. Mais en attendant, c'est sûr qu'il risque, on peut très bien définir, enfin, effectivement, des choses qui sont bien pour la population, tout en respectant toute cette terminologie de biodiversité, enfin, tous ces mots qualificatifs, etc. Mais bon, je dirais qu'on est déjà attaché à ça. Donc, comment est-ce que toutes ces belles idées, etc., ces objectifs que l'on peut avoir, ne vont pas être mis en cause par la réale avec justement Natura 2000 et le site classé. Le SCOT ne sera pas un satellite
déconnecté de la galaxie des normes. C'est bien là le sujet. Le SCOT doit être intégré. Et on l'a vu ou aperçu tout à l'heure dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Hein. On a toutes les lois qui ont été votées, particulièrement depuis 2019. On a le STRADET, on a ce qui est intégré aujourd'hui hein, dans la problématique du SCOT, le PCAET, le plan de mobilité. Il faut que tout cela réponde globalement à la norme du haut. Mais ma foi, et je pense que Gilbert le dit assez bien, Gilbert Tola le dit assez bien, rien ne doit nous divertir de l'objectif. Simplement, si l'on veut intégrer dans le SCOT ce que la norme du haut ne permet pas, il faudra certainement convaincre la norme du haut d'accepter que les choses puissent bouger, évoluer. Et ça, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné à l'avance. C'est un vrai chantier, au même titre que quand on regardait l'intervention d'Éric qui m'y a fait penser, je l'avais oublié quand je répondais sur la problématique de l'agriculture, au-delà même de la complexité de faire vivre une exploitation agricole, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos documents, et là, il y a un gros travail à faire, je pense, au niveau du SCOT aussi, sur la proposition agricole, dans nos documents, si sur la terre agricole, le lieu d'habitation n'existe pas, il ne pourra jamais exister. Donc là, il y a un vrai enjeu territorial, parce que l'agriculteur, il faudra aussi qu'il cherche à se loger ailleurs éventuellement. Là, il y a une réflexion, à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens, il faut qu'il y ait une réflexion sur un document qui soit en amont de tout ce qui peut nous intéresser de manière individuelle, de telle manière à ouvrir cette opportunité. Mais là, on revient sur le schéma que développe Gilbert. Il faudra que l'on garantisse que ce terrain restera une exploitation agricole, pour que là où le terrain n'est pas constructible, il n'y ait pas demain le développement d'une construction qui ne réponde plus à l'exigence première du terrain, qui était l'exigence agricole. Donc vous voyez que tout ça est un peu compliqué. Alors, notre pays n'est pas un pays qui, à mon sens, travaille à partir de la confiance, parce que si on travaillait à partir de la confiance, on ne travaillerait pas à partir de la norme. Donc c'est un pays extrêmement normé, de telle manière à ce que jamais personne ne soit véritablement surpris. Et à partir de là, ça rend peut-être la perception de l'avenir plus compliquée.